Bonsoir à tout le monde. On commence à se connaître pour certains, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre du projet Neuro-Université Savoie, que l'on anime avec d'autres associations, je dirais sous l'égide de l'UDAF, dont son président est ici. Et nous, notre part, avec Neurodiversité Savoie, qui concerne des enfants des hauts potentiels ou des enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement, eh bien, c'est d'aller la touche parentalité. Parce que tous ces enfants sont des enfants, ainsi que les vôtres. Voilà, donc nous, on a cette approche transversale de parents, jeunes, familles, professionnels de la santé, professionnels du monde associatif, professionnels de l'éducation nationale, parce que les enfants vivent dans ces écosystèmes et on ne peut pas aborder des vrais sujets sans embarquer tout le monde dans la même direction et ensemble. Notre marque de fabrique, c'est donc le présentiel, en visioconférence, cependant, parce que ça permet à un maximum de gens d'en profiter. Bien évidemment, dans la gratuité la plus complète. Et en cela, on a été soutenu par l'UDAF, par la ville de Chambéry, par la CAF, le REAP, à qui on fait des demandes de subvention, par nos élus, plus ou moins, selon les territoires, etc. On a aussi développé le concept de présentiel délocalisé. Et donc là, ce soir, on a le présentiel délocalisé avec Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, je ne sais pas si on les voit, Saint-Jean-de-Maurienne. Je pense qu'ils nous entendent. Si vous voulez réallumer votre caméra, on vous fera un petit coucou depuis Chambéry. Mais ils nous voient, je pense. Voilà. Donc, Saint-Jean-de-Maurienne est avec nous. Bourg-Saint-Maurice aurait dû être avec nous, mais ils ne sont pas arrivés à rassembler suffisamment de monde. Mais on sait qu'il y a plein d'amis de Tarentaise qui sont là. Donc, bon, on est très contents d'être tous ensemble, et pas vraiment ensemble quand même, mais dans la même énergie. Voilà. Donc, ce soir, on accueille Nathalie Béaguillot de Stop VEO. Nous sommes alors, tout à l'heure, il y a eu d'autres personnes qui sont venues en présentiel naturellement ou qui sont en visioconférence. Enfin, voilà, il y a des présents, des absents, etc. 350 inscrits. Pour la Savoie, il y a une représentation de 230 personnes, ou il y avait une représentation de 230 personnes. Et globalement, on a un tiers de parents-parents, un tiers de professionnels dont la moitié d'entre eux sont des enseignants ou du monde de l'éducation nationale, et un tiers de personnes qui sont professionnelles et parents. Et puis, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont coché la case citoyen, que l'on mettait pour la première fois, et c'est très bien, parce que ce sont des sujets qui touchent notre citoyenneté et notre vie commune en société. Voilà. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de nous sensibiliser, on est tous sensibilisés, mais c'est de faire face ensemble, de ne pas être dans le déni, l'évitement, la banalisation, le fatalisme, voilà. Non, non, c'est de regarder les choses et puis on continuera dans cette direction-là, ensemble, pour être des citoyens éclairés, voir d'où ça vient, le pourquoi, comment ça s'enchaîne, comment ça se recoupe, pour mieux agir ensemble dans nos positionnements, pour faire bouger les lignes, pour savoir en parler, pour ne pas se replier dans la peur et l'incompréhension. Tout simplement. Ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc il faut faire face. Donc c'est vraiment là le sujet. Un certain nombre de professionnels sont avec nous, en tant que parents, bien évidemment, mais aussi en tant que professionnels. Et on espère vraiment que ce genre d'initiative va vous donner envie dans vos activités professionnelles respectives, alors déjà peut-être un peu de changer votre regard sur les choses, votre posture, enfin, mais aussi d'aller plus loin et de provoquer des formations. Parce qu'elles existent, ce ne sont pas nécessairement les plus courantes. Il faut savoir aussi que Stop fait des formations. On sait aussi, par exemple, l'éducation nationale, il y a des formations qui sont en interne, hein, mais si votre demande vient de personnes éclairées, vous saurez l'argumenter. Donc c'est
effectivement un des objectifs de la soirée. Je vous propose maintenant qu'on puisse échanger. Alors, ça vaut pas le coup de se disputer avec ses parents. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas fait les choses par intention malveillante. Dans la plupart des cas. Je mets à part, évidemment, les personnes qui ont vraiment subi de la maltraitance sévère. Mais on parlait tout à l'heure du martinet. Ce truc du martinet dans les maisons, c'était juste de la tradition. Donc ça vaut pas le coup de se disputer avec ses parents. Par contre, ça vaut le coup de leur montrer qu'on peut faire autrement. Et que faire autrement, c'est pas faire de son enfant un enfant mal élevé. Que c'est pas être à côté des valeurs qui nous ont transmises. C'est juste, voilà, c'est possible de faire autrement. Parce que moi, ce que je veux lui apprendre, c'est à avoir un comportement qu'il va vraiment choisir. C'est pas un comportement qu'il va respecter parce qu'il me craint ou parce qu'il a peur de moi. Donc ne déclenchez pas des grands débats familiaux à table qui sont du genre pour ou contre l'éducation positive. Non. Par contre, dire moi j'ai choisi d'être respectueuse envers mon enfant en toutes circonstances. En toutes circonstances. Et de dire bah mon enfant il a des droits au même titre que moi. C'est un être humain au même titre que moi. Je ne lui suis pas supérieure. Je lui suis nécessaire parce qu'il ne peut pas satisfaire ses besoins tout seul, mais je ne lui suis pas supérieure. Et ce que j'ai à lui apprendre, bah, je veux qu'il l'intègre, mais je veux pas qu'il l'intègre que parce que c'est violent ou parce qu'il a peur de moi. Je veux qu'il l'intègre parce qu'il comprend le sens de cet apprentissage. Donc, avoir en tête que, voilà, vraiment nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient aussi. Euh, Bon. Et puis, expliquer, voilà, il y a des, enfin, honnêtement, sur le site de StopVO, mais sur plein d'autres, voilà, je ne vais pas vous parler que de StopVO, mais euh, vous trouverez plein de petites choses très très simples que vous pouvez laisser traîner sur la table du salon, un jour où ils sont là. Ça peut permettre d'ouvrir la discussion. Peut-être que la discussion, ça va s'attaquer par, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? C'est possible. Mais si on sait, si on, voilà, bah, vous êtes un peu plus équipés, enfin, en tout cas, j'espère, pouvoir tranquillement leur montrer que, bah, si, c'est possible de faire autrement. Alors, bon, c'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui, donc c'est l'occasion de jamais, mais c'est vrai qu'on a du mal à percevoir ces enjeux de santé sur la violence. Pourtant, voilà, aujourd'hui, les études montrent que véritablement, il y a des conséquences, comme je vous le disais, vraiment physiologiques à ces violences, qu'elles soient éducatives ordinaires ou bien pires. Euh, Peut-être que c'est pas simple de s'intéresser à cette question de la violence, parce que justement, comme elle est banalisée, ordinaire et qu'elle touche tous les milieux et tous les lieux, peut-être qu'on se dit que le chantier est trop grand et que bon, ça peut effrayer un petit peu. Mais oui, il faudra que tous les milieux s'en saisissent, et le milieu de la santé aussi. Bon, par exemple à Lyon, bon, on va faire du chauvinisme de base, mais on a quand même pour le coup de plus en plus d'établissements de santé qui s'intéressent à cette question. Alors, on peut s'occuper de nos députés, on peut faire du lobbying partout. Évidemment, les associations Stop VO et beaucoup d'autres, on continue ce lobbying. On essaye effectivement de faire prendre conscience que cette loi de 2019, si elle a été utile parce qu'elle avait une vocation pédagogique qui, d'un certain point de vue, a été atteinte, elle n'est pas suffisante parce que trop limitée, justement, parce que n'intégrant pas les violences verbales. Euh, il faut savoir qu'en 2019, le défenseur des droits avait préconisé que cette loi soit étendue à tous les professionnels, dans le strict respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Malheureusement, les députés n'ont pas voulu aller aussi loin. Je précise aussi que cette loi, elle est intervenue vraiment après, enfin voilà, dans un contexte compliqué, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de députés n'avaient pas envie de remettre en cause
ce qu'ils considéraient comme un modèle éducatif qui finalement avait bien marché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça a été assez compliqué. Il y avait déjà eu une tentative par Edwige Rentier et à l'époque, en 2007, et à l'époque, le texte n'avait même pas pu franchir les portes de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés n'avaient même pas voulu mettre l'examen de ce texte à l'ordre du jour. Donc voilà, on avance et on espère que d'une certaine manière, les affaires en cours, et vous parliez de Betaram, Betaram, c'est de la violence éducative ordinaire à la base. On est dans le continuum pur. Et on espère que vraiment, ça va provoquer une prise de conscience pour élargir les choses et bien sûr, élargir cette interdiction des violences éducatives ordinaires partout et en tout lieu. Alors, encore une fois, voilà, nous, on essaye de pas classifier, justement. Mais à partir du moment où on laisse pleurer un bébé, ça veut dire que on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'il est en train de vivre. Ou en tout cas, on se dit, ah, il va se calmer tout seul. Sauf qu'un bébé, il n'a pas la capacité cérébrale d'analyser, de comprendre ce qui est en train de se passer. Il sait évidemment pas pourquoi il pleure. Il pleure parce qu'il y a quelque chose d'inconfortable. Il pleure parce que peut-être il se sent en insécurité. Parce que tout à l'heure, on a parlé des besoins, on a parlé des besoins physiologiques, mais le plus grand besoin de l'être humain, c'est le besoin de sécurité. Et donc, un bébé, il a un besoin de sécurité et de sécurité renouvelée, permanent. Donc, laisser pleurer un bébé, encore une fois, tout est dans la mesure. Si vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter et que le bébé il pleure 5 minutes, ça n'aura pas de conséquences dramatiques sur son cerveau, sur son développement, etc. Si par contre, vous le laissez pleurer systématiquement 15 minutes, 30 minutes, chaque jour, parce que vous vous dites, ah, ça va lui faire les poumons, ou de toute façon, il va finir par s'habituer, il va arrêter de pleurer, alors là, on rentre dans la violence éducative ordinaire. Parce que ce que l'enfant va apprendre, même tout petit, c'est que bah, pleurer, c'est pas OK. Et que, OK, il y a personne qui s'occupe de moi, donc il va finir par mettre ce fameux couvercle et il va arrêter de pleurer. C'est pour ça que la fameuse méthode des 5, 10, 15, souvent on me dit, mais ça marche. Ouais, ça marche. Mais qu'est-ce que ça apprend à l'enfant? Ça lui apprend pas la sécurité. Alors, la négligence lourde, ça va rentrer dans la catégorisation des maltraitances, mais la négligence lourde, ça va être vraiment le fait de délaisser un enfant, de le délaisser soit sur le plan de l'alimentation, soit sur le plan des soins, soit sur le plan du lien, justement, de la sécurité, du lien affectif. Donc vraiment, la négligence lourde, on va le faire rentrer dans la catégorie des maltraitances, mais c'est le fait de ne pas s'occuper de l'enfant. Oui, alors d'abord, bah, vous avez pointé du doigt le premier point, c'est qu'on se forme. Hein. En tant que professionnel, on se forme. On se forme à ce que sont les VEO, à ce que sont les conséquences et à comment on fait. Parce que bon, là, je sais que je vous laisse sur votre faim, mais comment on fait vraiment dans le quotidien quand on est pro, par exemple, et qu'on est en contact avec les enfants et avec les parents, bah, on se forme vraiment. Ça, c'est extrêmement important. On peut retenir peut-être que quand on est pro et qu'on intervient dans des situations où on constate des violences éducatives, où on suspecte des violences éducatives sur l'enfant, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on prend le parti de l'enfant. Intervenir par rapport aux parents, ça sera contre-productif. Parce que vous allez provoquer quelque chose qui va venir le toucher dans ce qu'il a de plus sensible. C'est la manière dont il éduque ses enfants. Et ça va faire ressortir toutes ces phrases-là. C'est mon enfant, je fais ce que je veux, mais de toute façon, une fessée, moi j'en suis pas mort, etc., etc. Donc on prend le parti de l'enfant, vraiment. Et on va assurer au mieux qu'on peut de remettre cet enfant en sécurité, en constatant ce qu'il est en train de vivre, en lui verbalisant ce qu'il est en train de vivre. Et ça peut être aussi avec des enfants, je vous dis ça, c'est pas forcément avec des enfants tout petits, hein, ça peut être avec des enfants plus grands. Donc ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis après, si vraiment, vraiment, on est dans des choses, dans des soupçons graves ou des violences constatées, alors là, on a des moyens légaux pour agir. Il y a 2 moyens en France pour agir. Soit faire ce qu'on appelle une information préoccupante. L'information préoccupante, il faut savoir qu'elle peut être faite par tout le monde, par tout citoyen.
Il n'y a pas besoin d'être professionnel de l'enfance ou professionnel de l'éducation. On peut faire une information préoccupante parce que on a des soupçons chez notre voisin. Et puis si, ça c'est en cas de soupçon, voilà, et ça va déclencher une enquête administrative, voilà. Depuis quelque temps, l'information préoccupante, même quand ce sont des structures qui les portent, eh bien, ces structures n'ont plus l'obligation d'informer les parents. Avant, il fallait qu'on faisait une information préoccupante, mais on devait informer les familles. Ce qui était quand même assez problématique et qui conduisait à ne pas faire d'information préoccupante parce qu'en fait, au quotidien, on avait quand même un peu peur, et parfois c'était tout à fait légitime, hein, des représailles. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et puis le deuxième moyen d'agir, c'est là si si on a vraiment constaté quelque chose, si vraiment les violences sont avérées, alors là, c'est un signalement qu'on fait directement au procureur de la République, qui va lui engager une procédure avec des vérifications, etc., etc. Mais il y a des moyens d'agir. Mais tout ça, ben, ça s'apprend par la formation. Oui, et puis alors, plus que jamais, je suis convaincue qu'il faut le faire, le continuum des violences, hein. On va se le faire et on va revenir avec les différents aspects. On va revenir sur cette première conférence. Parce que on savait bien que c'était fondamental, mais ça l'est encore plus avec la démonstration que vous avez faite. Il n'y a pas de solution magique parce que sinon ça fait longtemps qu'on l'aurait mise en place. Mais il y a plein de petites choses. On a parlé il y a 2 minutes de la formation des professionnels. Moi, je crois, et chez Stop VO, on croit beaucoup à ça, parce qu'on croit beaucoup à la vocation de ruissellement des professionnels. Les professionnels, ils sont en contact à plein de niveaux, dans plein de temporalités différentes avec des parents. Donc, ce ruissellement, il est important pour informer, expliquer, faire comprendre que... Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur ses parents. Ses parents, encore une fois, ils font comme ils peuvent. Simplement, quels moyens on leur donne? Quels moyens on leur donne de faire autrement? C'est les informer, c'est leur expliquer, c'est leur parler des émotions, c'est leur parler des besoins derrière les comportements débordants, c'est leur parler des conséquences de la violence, c'est leur expliquer que apprendre à un enfant un comportement à adopter ou à ne pas adopter, c'est différent de lui apprendre la violence. Heureusement, il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont aujourd'hui conscients de certaines choses, qui prennent vraiment la mesure de des conséquences et de l'ambiance aussi que ça crée dans une classe, dans une école, qui constatent qu'en faisant autrement, ça change tout, et que ça change tellement tout que du coup, il y a beaucoup moins de comportements débordants, donc du coup, ils ont beaucoup moins eux-mêmes de réactions intrinsèque de colère ou de débordement ou de se sentir démuni. C'est vraiment un cercle vertueux. Donc, on fait ça, on en parle, on explique, on diffuse les outils, on explique que c'est possible de faire autrement. Et que faire autrement, c'est pas devenir un parent laxiste. Que faire autrement, c'est pas tout autoriser. Que faire autrement, c'est pas dire à l'enfant, tu fais ce que tu veux quand tu veux et je m'occupe pas de toi. C'est voilà, c'est vraiment en répétant, et puis en diffusant le plus largement possible. Et là, c'est vrai que, bon, on est une association apolitique, mais cette question, elle est éminemment politique, soyons honnêtes. Donc, vous voyez, il nous a fallu 30 ans presque pour obtenir la loi, alors qu'on avait ratifié la Convention tout de suite. Il nous a fallu encore 6 ans pour obtenir que ce soit mentionné dans le carnet de santé. Et j'entends beaucoup de gens et des professionnels de santé qui me disent oui, le carnet de santé, super, il n'y a pas de parents qui lisent le carnet de santé. Bon, oui, mais bon, on espère qu'il y en a quelques-uns qui vont le lire quand même. Et puis après, voilà, vraiment le ruissellement des professionnels, moi je crois beaucoup à ça, quoi. Je crois que c'est par là que viendra la solution. Parce que attendre des parents qu'ils remettent en cause spontanément leur éducation, l'histoire, leur vécu, c'est un vœu pieux. Vraiment, c'est un vœu pieux. Quelques-uns vont le faire, et heureusement, mais pas tous, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle pression aussi, et si vous êtes une professionnelle de la parentalité, vous le savez, il y a une telle pression sur les parents que c'est extrêmement difficile. Vous allez au rayon Fnac, vous avez 250 ouvrages sur la parentalité et 250 qui vous disent tout et son contraire.
et des discours, voilà, je ne citerai pas une psychologue célèbre, mais qui vient nous faire des discours absolument d'un autre temps, vraiment d'un autre temps, avec puis bon, les Saint-Exupéry est hyper au point sur les DND, et vous savez que bah, là, c'est des aberrations scientifiques même, et pourtant ça fait de l'audience, et pourtant c'est de la grande écoute. Donc voilà, c'est vraiment le fait que chacun prenne son petit bâton de pèlerin, j'ai envie de vous dire, et puis à notre petit niveau, expliquer, dire tranquillement, sans, on n'est pas des ayatollahs, on va pas justement utiliser nous-mêmes un discours violent pour dire arrête d'être violent avec ton enfant. Non, on va expliquer, on va écouter aussi d'où elle vient cette violence. C'est ah ouais, là t'es vraiment fatigué, là t'en peux plus, là t'es démuni et tu sais plus comment faire autrement. Mais il y a des relais, il y a des professionnels de la parentalité, il y a des structures, il y a des endroits qui peuvent être des lieux de répit et de ressources pour les parents. Donc on peut aussi les orienter. La difficulté, c'est comment faire pour que ça vienne d'en haut. Parce que, Eh ben, on écrit à son débuté. Voilà. Chacun fait un petit mail à son débuté en disant, j'ai vu une super conférence, il faut absolument agir. Et voilà. Et encore une fois, bon, on espère que le fait que le voile se lève sur un certain nombre de faits va aider pour ça, quoi. Et un enfant n'est jamais responsable de la violence qu'il subit. Oui, et c'est très juste ce que vous dites, et il y a effectivement plein d'associations, pas que nous, hein, on est très nombreux à se saisir de cette question, et c'est heureux. Et puis c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors, le premier mot que j'aurais envie de dire à cette personne, et puis sans doute aux nombreuses autres qui vont nous écouter ou qui peut-être sont là, c'est que ce que vous vivez, c'est une réaction normale à une situation que vous avez vécue qui était anormale. Donc le fait d'être envahi, le fait d'être dissocié, c'est une réaction biologique normale. Et ça, c'est déjà, je crois, très très important de l'avoir en tête. Ce qui était anormal, c'est ce qui a été vécu, c'est les coups, c'est la violence, c'est le traumatisme que ça a créé. Et puis après, eh bien, je pense que voilà, se faire aider, se faire accompagner, s'entourer de personnes qui peuvent écouter ça, juste écouter, sans le juger, sans l'amenuiser, sans le diminuer. Ça fait partie voilà, du chemin, mais c'est un long chemin. Je vous rejoins à 400%. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, les ateliers qui sont à destination des parents uniquement et qui sont sous forme d'ateliers ne s'appellent certainement pas violence éducative ordinaire, mais s'appellent être parent par tous les temps. Et l'idée, c'est bien de poser déjà que on fait tous comme on peut et que effectivement partir de cette question des émotions et des besoins en lien avec les émotions, ça permet d'expliquer des choses, ça permet de prendre conscience de certaines choses, ça va permettre de s'ouvrir parce que souvent les parents encore actuels, même les jeunes parents, on leur avait aussi appris à pas admettre leurs émotions parce qu'elles n'ont pas été admises. Donc, ils reproduisent simplement le modèle qu'ils ont eu et jusqu'à très jeunes. Et bon, ceux qui ont des ados, et moi j'en fais partie, et même des jeunes adultes, bon, voilà, je commence par dire ça souvent quand j'interviens avec des parents, en disant, moi, mes aînés, ils ont souffert de violences éducatives ordinaires, clairement. Ok, bon, j'ai deux solutions. Soit je me mets la tête dans le sable en me disant c'est horrible, c'est absolument affreux et je suis la pire des mères. Soit je me dis, déjà, je prends conscience d'eux et je fais autrement avec mes enfants plus jeunes. Je porte aussi cette parole par l'intermédiaire de Sœur Léo. Et puis, je répare. Je répare ce que je peux réparer. Et ça, c'est extrêmement important. S'excuser auprès de nos enfants, c'est pas un acte de faiblesse. Expliquer qu'on a pu avoir de la vulnérabilité et qu'on a réagi avec violence, oui, et qu'on n'aurait pas dû, et on est vraiment désolé d'avoir fait ça, parce qu'on sait que ça a pu les marquer. On met des mots sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est fondamental, et ça leur apprend
Bah, d'abord que leurs parents, c'est pas des super-héros à tous les niveaux et tout le temps. Et puis ça leur apprend que bah, eux aussi ont du coup la possibilité d'être vulnérables. Et puis ça leur apprend surtout que ouais, la réparation, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc oui, bien sûr, euh, le discours avec les parents, avec les pros, c'est pas le même. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et je vous rejoins quand vous parlez de l'affichage, c'est quelque chose qui marche très très bien parce que ça permet d'aborder indirectement. Et puis c'est quelque chose qu'ils ont sous les yeux tous les jours. Donc au début, peut-être ils vont pas y faire attention. Puis il y a forcément un jour où peut-être c'est leur enfant. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette affiche qui est beaucoup, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait dehors, vous la retrouverez, qui est beaucoup plus ludique avec des dessins enfantins pour aussi que l'enfant finalement soit le vecteur pour ouvrir aussi cette prise de conscience des parents. Oui, je vous remercie de ce témoignage parce que effectivement, on n'a pas parlé de ça parce que bon, on peut pas parler de tout en 2 heures, mais effectivement, les enfants en situation de handicap, les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement, ils sont encore plus fragilisés parce que justement, ils sont dans des situations de vulnérabilité accrue. Ils vont encore plus banaliser et légitimer une certaine forme de violence. Donc oui, bien sûr que là, encore une fois, la formation, l'information, déposer des petits post-it avec le site de Stop VO et partout sur les bureaux. Et puis voilà, il faut aussi que ça fasse son chemin chez tout le monde. Parce que voilà, c'est pas forcément facile. Ça peut prendre du temps et chacun va avoir son temps. Oui, parce qu'en fait, le point, c'est le changement de regard sur l'enfant. C'est à partir du moment où on considère que l'enfant est un sous-adulte, bah, il y a peu de chances qu'on soit très empathique avec lui ou inclusif. À partir du moment où on considère que c'est un adulte en construction et que bah, c'est parce qu'il est un enfant euh, que je dois être encore plus attentif à la manière dont il va se construire, et que c'est encore plus important, c'est la fameuse plasticité cérébrale qu'on a vue tout à l'heure, bah, on va pouvoir réagir peut-être un peu différemment. Et ça, parler de l'école, oui, bien sûr. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, la formation, la formation, la formation et encore la formation. Euh, Ce message, il est simple, hein. Enfin, je veux dire, cette conférence et ce qu'on porte à Stop VO, c'est pas des choses scientifiquement extrêmement compliquées, hein. C'est très basique, j'ai envie de vous dire. Mais sauf que c'est de la connaissance qui n'est pas encore suffisamment diffusée. Sauf qu'on y a accès à cette connaissance, et comme je vous disais tout à l'heure, la différence avec nos parents et avec nos grands-parents, c'est que nous, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc si on fait encore comme ça, c'est que ça vient jouer sur autre chose, alors qu'on a les moyens de cette connaissance. C'est là aussi où c'est important de diffuser ce message-là. C'est que c'est pas un... Parce que parfois on nous dit, ah oui, mais vous êtes une espèce de gens, ou dans le monde des bisounours, etc. Non, 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 non. Non, non. Tout ce qu'on dit, c'est simple, mais c'est validé scientifiquement. Et donc, ça va vous donner juste, encore une fois, c'est une réaction normale à une situation anormale. Bah, j'ai envie de lui dire que déjà, c'est peut-être justement se mettre à la place de cet enfant à qui on demande de s'habiller alors qu'il était peut-être en train de faire un super jeu ou une super activité qu'il n'a pas du tout envie d'arrêter. Et s'imaginer à sa place, si vous êtes en train de boire un coup avec vos copines, vous passez un super bon moment, c'est top, et qu'il y a votre conjoint, votre sœur ou je ne sais qui arrive et qui vous dit bon bah maintenant t'arrêtes et tu rentres tout de suite, je suis pas sûre que vous allez bien le prendre. Bah, en fait, c'est pareil pour nos enfants, hein. Donc, bah, peut-être que ça se prépare, peut-être que quand on est dans une activité, on peut utiliser des outils comme des timers, comme voilà, faire sonner le four, c'est tout simple, mais voilà, qui marque le temps aussi pour les enfants, c'est important. Et puis on peut utiliser le jeu, hein. J'ai envie de vous dire que la meilleure option avec les enfants, c'est le jeu. Donc, c'est je sais pas, est-ce que tu mettras ta chaussette gauche avant moi? Est-ce que tu vas mettre ton t-shirt à l'envers? Est-ce que tu vas le mettre à l'endroit? C'est dédramatiser le moment
pour faire redescendre la pression et essayer de faire en sorte qu'on craque pas. Et puis si on craque, parce que ça arrive de craquer, bah, si on craque, on peut conscientiser qu'on est craqué et puis aller voir l'enfant en disant ah, là, ce que je t'ai dit ou la manière dont je t'ai parlé ou la manière dont je t'ai pris le bras, bah, c'était pas OK et j'aurais pas dû faire ça. Et voilà. Et aussi être bienveillant avec soi-même. Eh ben, il faut envoyer un petit mail à StopVélo et voilà, dire où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et c'est tout simple. Il y a tous les contacts sur le site internet stopvélo.org. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. On a comme je vous ai dit, on a des. Donc, moi, je suis référente pour la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Amélie qui est ma co-référente et on est des référents un petit peu partout sur le territoire. Donc on se déplace, on vient vous voir et avec grand plaisir.